Les Imagitateurs présentent Toulouse Viking. Un fils pour la mer, un fils pour la terre. Un actuel play présenté et monté comme une fiction audio, pour le plaisir de vos petites oreilles. Imagitatrice, imagitateur, hello there. Eric pour te présenter ce Toulouse Viking qui a été joué cet été d'une manière bien spéciale. Moi, tout l'été, j'ai joué en tous MJ avec une façon que j'ai nommée en mode 4e de couverture. Si tu veux savoir vraiment de quoi il en retourne, je t'invite à écouter le podcast Fatigue JDR et jouer autrement. Et je t'invite également à être attentif à la première scène. Parce que moi, depuis 1 an, à toutes les fois que je fais une partie, que ce soit de l'actuel play ou non, on fait toujours ce que j'ai appelé un tour de chauffe. Question de mettre le moteur en route et aussi d'être capable de construire en équipe et de collaborer. On se fait une première scène où tout le monde construit ensemble. On s'échange à tour de rôle la narration. On ne la garde que 10 secondes environ et on passe à l'autre. On se pratique ainsi à construire à partir de qu'est-ce que l'autre apporte. Ces tours de chauffe, comme les tours de Formule 1 pour réchauffer la gomme, ne sont pas destinés à apparaître dans la partie, mais ils sont toujours utiles. Exemple, si les joueurs et les joueuses sont des adultes et des amis d'enfance, bien peut-être que cette première scène, ça va être un flashback alors qu'ils n'ont que 10 ou 11 ans. Donc même si ça ne fait pas partie de la session, eh bien ça peut aider à construire les personnages ou le décor ou tout simplement poser une ambiance. Et là, ici, Matt et moi, on a décidé de garder le tour de chauffe parce que, 1, on aimait cette scène, et de 2, parce qu'on a construit une bonne partie du récit à partir de cette première scène improvisée. Donc, accroche-toi, on plonge au 9e siècle et dans l'horreur Lovecraftienne. Une plage, mais d'un sable presque noir, où on voit les vagues aller mourir au pied d'un grand rocher à la forme d'un menhir. Au sommet d'un de ces rochers, un corbeau termine une carcasse de poisson. Sa tête se tourne rapidement. Quelqu'un approche. Il s'envole. Alors qu'on entend ses ailes battre l'air, on voit ces 3 rochers presque identiques, côte à côte, comme s'ils avaient le regard fixé vers la mer. La silhouette féminine, dos courbé, approche. Un visage usé, des lèvres gercées. Une étrange litanie dans l'air se fait entendre. Ce visage énonce sans rappeler le relief rugueux de ces 3 pierres qui se dressent tels des géants face à l'océan. Comme la vieille femme, ils ont été usés par le vent, le sel et l'eau de la mer. Dans ses mains calleuses, un panier. La vieille femme s'avance, s'arrête, se déchausse. Ainenaifa, le temps du changement. Ainenaifa. Elle marche, tranquillement. Les premières vagues touchent ses pieds. Elle s'arrête à nouveau et entreprend de se dévêtir complètement, abandonnant ses vêtements sur le sable noir. Ainenaifa, son corps vieux et plissé, s'avance dans les flots, luttant contre le courant et tenant le panier au-dessus de sa tête. Ainenaifa. Elle pointe de sa main gauche des navires qui approchent. Le temps du changement. Autour d'elle, comme si la mer avait entendu sa litanie, l'eau semble se calmer, se figer, telle une mer d'huile. Du panier qu'elle tient au-dessus de sa tête, un son se fait entendre. Un étrange chant, on dirait un enfant. Lentement, délicatement, avec toute la précaution du monde, elle dépose le panier sur l'eau endormie. Ainenaifa. Le panier flotte, tourne sur lui-même. Une ombre sous les flots. Moi, j'arrêterais ça là. Et c'était bon. Il faut trouver un truc, il faut trouver un moyen de l'introduire dans la partie, là. Ah oui, je pense que ça a bien fait. Ça pourrait même faire l'intro, là. Ah oui, oui. Parfait. On a notre scène 1 avant d'avoir fait la scène 1. Génial. Scène 2, qui devait être la scène 1, qui s'intitule « La destinée ».
Aussi étrange que ça puisse paraître, notre histoire s'ouvre sur des pieds bottés. Lentement, on remonte le long des jambes de ce corps, en position horizontale, raide, sur une table à tréteaux. Puis apparaît le torse, engoncé dans des habits d'apparat, plus faits pour impressionner que pour servir au quotidien. Enfin, on voit le visage, barbe grise, large bouche, la soixantaine bien entamée, un front sain, d'un anneau de bronze, sombre, martelé à la main, luisant faiblement sous la lumière vacillante des torches qui éclairent sous la tente. Pas une couronne, non, un cercle nu, sans joyaux ni fleuritures, mais lourd de sens, la parure d'un jarl, ou du moins à ce qu'il en reste. C'est alors qu'un crachat vient s'écraser sur sa joue froide. Espèce de salaud. On me voit alors à côté du corps, grand, assez mince, large d'épaules, cheveux longs, de noir de jet, comme ma barbe, et un œil vert et un œil bleu. On peut voir les traits de ressemblance avec le mort couché sur la table. Vous ne devriez pas manquer de respect à votre père comme cela. Il pourrait revenir pour régler ce manque de respect. Attention, Toul. Qu'il revienne. Je pourrai enfin régler mes comptes avec lui. Il est parti beaucoup trop tôt. Heureusement, Magni n'est pas ici. C'est une chance. Nous aurons peut-être l'occasion de régler le droit d'aînesse avant son arrivée. Il est sûr que l'absence de Magni te fait bonne fortune, Toul. Ici, avec ces hommes, il te serait plus dur de réclamer ce qu'il te revient. Tu as tant travaillé sur cette terre. Je le mérite. Il m'a confiné à gérer les villages d'éleveurs de moutons. J'ai appris à la dure, cloué ici, sur la terre qui m'a vu naître, alors que lui, le préféré, jouait avec ses navires, à piller la mer, à vivre l'aventure. Qu'il continue, la charge de Jarl me revient. Votre père était un homme sage. Un autre grognement de ma part, signifiant mon désaccord. Il n'a pas fait ce choix sans y avoir réfléchi. Je vous ai vu grandir, toi et ton frère. Il n'était pas fait pour gérer les domaines, mais bien plus pour prendre la mer. Pour la première fois, je me détourne de mon père mort pour dévisager Vidar, le conseiller de mon défunt père. La haine brûle dans mes yeux, et ce n'est pas seulement du fait du reflet des torches qui viennent danser sur mes iris. Avisé, dis-tu? Sage, dis-tu? Oh non, tu te trompes, Vidar. Il me méprisait. C'est par mépris qu'il m'a cloué ici. Il n'en a toujours eu que pour Magni. Mon père a toujours eu en horreur que notre défunte mère m'aimait davantage que Magni. Ce n'était que vengeance de sa part. Le visage du vieil homme se couvre d'un étrange rictus. Il semble effrayé. Ah, j'admire ta fidélité envers mon père, Vidar, même après sa mort. Mais celle-ci te rend aveugle. Mais tu ne peux pas prononcer de telles paroles face à la dépouille de ton père. Les rites ne sont pas terminés. Il n'a toujours pas été mis en terre. D'ailleurs, je dois parler à quelques esclaves. Je dois m'assurer que le tertre soit adéquat. Je te laisse, mais fais attention à tes gestes et tes paroles. Imagine que ton père revienne pour régler ce différend avec toi. Qu'on se dépêche alors, Vidar. Qu'on en termine avec lui. Vidar sort de la tente d'un pas rapide. Je me retrouve enfin seul. Je repose mon regard sur le visage de mon père. Va en enfer, Godfrey. Au loin, un corps se fait entendre. C'est le signal de l'arrivée d'un navire. Est-ce que je me trompe? Vidar revient, entre dans la tente, rapidement. Toul, on a sonné le corps au village. Quoi? Une flotte de navires approche. Avertis la garde. Les avons-nous identifiés? Pour l'instant, je ne vois rien. Je vais retourner au village. Ça ne pouvait être pire moment. Et alors que Vidar sort, je lui emboîte le pas. Est-ce qu'on fait un cut? Oui, on pourrait faire un cut, puis on pourrait peut-être voir Magni sur la proue de son navire. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis d'accord. Il est temps de voir ta sale gueule.
Magny. Scène 3. Le briseur de vagues et de destinée. On voit la quille d'un navire tranchée nette d'immenses vagues. Le navire, qui semble un frêle esquif, semble se frayer un chemin à travers les flots. Un homme se tient sur sa proue, son regard plongé vers la rive, un œil vert, un œil bleu. De longs cheveux noirs battent au vent. C'est là, Algrim, c'est là que je suis né. Ça sent les festivités. Déjà 3 ans, mon père nous accueillera à bras ouverts. La bière et l'hydromel couleront à flot. J'espère que la nourriture est bonne et que les femmes aussi. Que je ne te vois pas toucher à autre chose que des esclaves, Algrim. Ah, comme vous voudrez. Les hommes devront bien se tenir. Nous ne sommes pas sur les terres des Saxons ici. Tes ordres seront loi, Magny. Fais-le passer à tous les hommes. Mon père est un homme accueillant et généreux. Mais il ne tolérera pas les indisciplines que je vous sais capable de commettre. Je vois que la pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre. Avec tout ce que je ramène, nous serons très bien accueillis. J'aurai tellement de cadeaux à offrir à tous. J'ai bien hâte de voir aussi comment mon fils a grandi. Et ma fille aussi. Le navire continue d'enjamber, vague après vague, sa proue dirigée vers la côte. Si tout va bien, nous serons arrivés avant la nuit. Dès que nous le pourrons, fais baisser les voiles et fais sortir les rames. À vos ordres, chef. Est-ce que tu termines ça ainsi ou tu veux rajouter quelque chose avant que j'ai la confirmation que putain, c'est toi qui arrives? Non, j'arrête ça là. Un cote. Et je crois qu'on pourrait commencer dans le feu de l'action avec Tool qui est en furie. Est-ce qu'il s'adresse encore à Vidar? Ouais, sur le bord de l'eau, que je vais me défouler un peu sur Vidar et que t'arrives. Tu vas mettre pied à terre. Donc je me défoule juste un petit peu avant de me composer un visage de façade. Mes vêtements battus par le vent, je fais face à la mer. Derrière moi, près d'une 50aine de personnes. À mes côtés, Vidar. Par tous les dieux. 3 ans d'absence. Et c'est maintenant qu'il arrive. Ce sont les dieux qui ont soufflé dans ses voiles ou quoi? C'est sûr que c'est lui. C'est son navire. Nous avons reconnu la voile. C'est le serpent gris. Que la peste l'emporte. Mais il y a d'autres navires avec lui. J'en compte 11. Ma foi. On voit le premier navire toucher le sable noir de cette plage. Le tien, Magny, n'est-ce pas? Oui. Magny sur la proue prend son élan et se laisse tomber, les pieds dans l'eau salée. Il avance à grande enjambée avec un large sourire et il lance. C'est moi, Magny, le dompteur de vagues, fils de Godfrey, qui revient. Mes navires sont chargés de richesses et je suis ici pour vous en faire don. Je peste intérieurement, les dents serrées, les poings fermés, mais je me force à sourire alors que je marche à ta rencontre. Mon frère, je suis heureux de te voir. Tu n'as pas bonne mine. Magny, tu arrives par une journée bien grise et bien triste, mon frère. J'écarte les bras pour t'accueillir. Viens. Magny accepte l'accolade et, de toute sa force, te soulève de terre et te tourne comme si tu étais un enfant. Mon frère, qu'est-ce qui t'accable? Je joue un peu de mon corps pour le ramener à la gravité, pour que tu cesses tes enfantillages. Je plante mes 2 pieds dans le sable, mais je te retiens, moi, dans cette accolade, ma bouche collée contre ton oreille. Père est mort. Que dis-tu, Tool? Depuis quand? De quoi? Il est mort hier. Je me décolle de notre étreinte, mais je te maintiens encore les 2 épaules de mes mains. 2 frères jumeaux, semblables mais si différents aussi à la fois, n'est-ce pas, Magny? Oh oui, Tool, on est très différents. Bien qu'on ait la même grandeur, tu es plus large que moi. Magny a une forte constitution. Depuis son jeune âge, on le reconnaît pour sa force et sa robustesse. Il a toujours été solide. Mais sur le visage de ce solide gaillard, on lit de la stupeur, presque de la panique. Ses bras sont ballants, mais... Il est mort dans son sommeil, de la vieille mort. Les préparatifs ont commencé. Vous ne l'avez pas mis en terre?
Pas déjà? C'était prévu, mais non. Il repose dans la tente. Nous allons préparer le corps, le laver. Je veux le voir. On voit l'ombre, un nuage passer sur mon visage. Je me questionne sur ce désarroi. Toi qui n'es jamais là, l'écumeur des mers, l'aventurier, le pilleur, le commerçant. Ouais, certainement. Vidar, Oui. conduis mon frère jusqu'à notre père. Je vais guider tes hommes à décharger les navires. Va te recueillir près de lui. Algrim, il n'y aura point fête ce soir. Nous sommes en deuil. Mon père est mort hier. Je vais me recueillir sur sa dépouille. Vous dresserez camp sur la plage. Je reviendrai vous voir. Va, Magni, je m'occupe de tout. Magni se tourne vers Vidar. Conduis-moi, mon père. Il tourne son regard vers le rivage et voit une vieille femme. Leurs regards se croisent. Tu la reconnais peut-être? Oh oui, Magni crache sur le sol. Qui est-elle? C'est Solveig. À une époque, ça a été notre nourrice. Je l'ai toujours trouvée étrange et très proche de notre mère. Beaucoup trop proche. Elle me faisait peur lorsque j'étais enfant. De notre mère et de ces curieux rituels étrangers à notre village. Oui, c'était, disons, la plus fervente des femmes du village pour suivre mère dans ses étranges pratiques. Mais Magni détourne son visage et son regard rapidement de la vieille femme et suit Vidar. Tu auras tout le loisir de te recueillir sur le cadavre de notre salaud de père, dans cette tente fouettée par le vent du large. Je sais pas pour toi, Matt, mais moi je proposerais de faire une ellipse, aller jusqu'au banquet du soir. Ouais, on y va comme ça. J'ai l'impression que c'est là que ça va partir en couille, là. Ouais. Scène 4. La malédiction frappe. On est dans la salle longue? Bon, on est dans une longhouse, des tables montées sur tréteaux, un siège haut, plus haut que les autres, on pourrait le décrire comme ça, Ouais. puis vide. Les tables sont disposées en espèce de rectangle et on est tous là avec au centre... C'est une longue table qui mène jusqu'au siège haut. OK. Puis plus t'es proche du Jarl, ben, plus t'es un membre influent. Puis plus t'es vers l'entrée, ben, c'est ça, plus t'es vers l'entrée. Il n'y avait pas de subtilité à l'époque. On était moins inclusif. Non, c'est assez... Tu sais, puis tout le monde est assis face à face. Là. OK. Il y en a des très très grosses qui ont été conçues au Danemark, là, que tu pouvais mettre jusqu'à 2 rangées de tables, mais... Écoute, moi, ce que je propose, c'est qu'on plonge dans cette scène en se partageant la narration, exactement comme dans un tour de chauffe. On décolle ensemble. Ouais, ça me va. Les étoiles ont conquis le ciel noir. Nous sommes la nuit. La lumière des torches et du feu éclaire une longue table où des invités sont assis de part et d'autre. Tout au fond, un siège. Au dossier, beaucoup plus haut, un siège vide. Magni et Toul se font face. Ce sont eux qui sont assis le plus près de l'ancienne place du défunt Jarl. Malgré la musique plus festive, la nourriture en abondance et l'alcool qui coule, on peut sentir la tension entre les deux frères. Du moins du côté de Toul et du vieux conseiller Vidar. Magni est très sérieux. Son visage est dur. Il n'a pas touché à sa nourriture. À peine a-t-il bu. Elgrim est inquiet. Il n'a jamais vu son ami dans cet état. C'est moi ou il y a un souci, Magni? Je veux bien croire qu'il faut avoir une gueule d'enterrement, mais là, tu en fais un peu trop. De mon côté du haut siège, la même tension. Je sens le poids du regard de Vidar à ma gauche. Toul, tu devrais t'asseoir sur ce siège avant que Magni le fasse. Vas-y, fais l'oraison funèbre de ton père et réclame ce qu'il te revient. Magni n'a pas l'alcool facile. J'ignore s'il a bu avant et s'il se pose à moi. Avec ses nombreux hommes et ses navires, nous ne ferons pas le poids. Patience, Vidar. Patience. Regarde Algrim, regarde mon frère. Je sais très bien à quoi il pense. Il croit que je vais m'asseoir sur ce siège et réclamer le titre de Jarl. Troquez votre navire pour un large siège. Si la nourriture est bonne, je n'y vois pas d'inconvénient, Magni. Il y a eu de bonnes années ici. À une époque, il faisait bon y vivre. Mais un jour, tout a changé. La mer fut mon salut. Je serais devenu une carcasse vide si j'étais resté ici. Tu parles de ta mère.
Comment s'appelait-elle déjà? Et la Toule, c'est ça? C'est ça. Magny attrape la corne qui se trouve devant lui et la boit d'un coup, la frappe sur la table pour qu'un domestique la remplisse à nouveau. Le serviteur me jette un regard avant de bouger. Peut-être remarques-tu le geste. Déjà, les serviteurs de père me considèrent comme l'héritier. Je lui fais un signe de tête. Il s'approche de toi et remplit ta corne. Une fois sa corne pleine, Magny se lève et regarde son frère. Alors que tu t'apprêtes à ouvrir la bouche, Magny, les portes s'ouvrent en fracas. Et 2 femmes font éruption dans la grande salle. Magny tourne son regard vers les femmes. Un peu gênées, elles avancent quand même jusqu'à l'extrémité de la table, où se trouvent les membres les plus importants de la communauté. On peut lire sur leur visage un certain effroi. L'une des femmes s'approche de Toole. Les poings fermés, les jointures collées sur la table, je me redresse. Que signifie cette interruption? Mais au fond de moi, je suis soulagé de l'arrivée des 2 femmes qui ont stoppé l'élan de mon frère Magny. Que s'apprêtait-il à dire ou à faire? Maître, vous devriez prendre ceci. La femme tend la main et dépose quelque chose sur la table devant Toole. Mon souffle reste coincé dans ma gorge alors que je vois l'anneau briller sur le bois. Un anneau reconnaissable entre 1000. Toi qui es toujours debout, Magny, as-tu vu le bijou? Les yeux de Magny sont fixés intensément sur cet anneau. Il laisse tomber sa corne sur la table. L'hydromel qu'elle contenait se répand jusqu'au bijou. Tout autour de l'anneau, gravé dans l'or, un étrange animal marin, comme un serpent de mer qui dévorerait sa propre queue. Où as-tu trouvé cet objet? Et là, j'ai agrippé le poignet de la servante fermement. On peut lire la panique dans ses yeux alors qu'elle baisse la tête vers le sol. Où as-tu trouvé cet objet? Nous l'avons trouvé dans la bouche du défunt Jarl. Vidar nous avait demandé de clore tous ses orifices. C'était dans sa bouche. Dans sa bouche. Et là, ce n'est pas seulement moi et toi, Magny, qui sommes stupéfaits, mais tous ceux autour qui ont entendu cet état de fait. Cette bague était celle de notre mère, et la Toule, elle qui est morte il y a 9 ans. C'est impossible. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Je te regarde, Magny. Est-ce que c'est toi? Cette sinistre blague, est-ce que c'est toi? Tu m'accuses de quoi, Toole? Je t'ai laissé te recueillir près de père seul. Comment cette bague peut se retrouver là? Ce sont tes esclaves qui l'ont amené. C'est toi qui t'es occupé du corps de père. Je crois que Vidar pourrait se lever, se racler la gorge pour détendre l'atmosphère. N'est-ce pas son rôle? Oui. Calmez-vous, fils de Godfrey. Ceci est un banquet funéraire. Tout ce que vous allez dire et faire peuvent nuire aux morts dans l'au-delà. Calmez-vous. Nous résoudrons cette histoire. Mais je vous demande, au nom de votre père, de vous calmer. Question. Est-ce que Magny est homme à se calmer? Qu'est-ce qui te passe par la tête, Magny? Notre père mort dans son sommeil, et on retrouve dans sa bouche la bague de notre mère. Magny est frappé comme par des souvenirs partiels qui remontent à la surface. Des cris, des gens dans l'eau en train de crier, des gens qui se débattent. Il est presque frappé d'un vertige. Il revoit le visage de sa mère, il revoit les mains de sa mère en train de lui flatter les cheveux. Il revoit cette bague à son index gauche. Et il fait quelques pas de côté et regarde Toole. Rien de tout ça va ne recommencer. Rien de tout ça. Nous allons comprendre d'où vient cet anneau et qui l'a amené ici. Je te le dis, ce ne serait pas le premier village que je mettrais à sac. Tu t'entends, Magny? Qu'as-tu l'intention de faire? Je vais trouver qui est à l'origine de ce blasphème sur la dépouille de notre père. Blasphème? C'est ainsi que tu vois notre mère? Comment pourrait-on la voir autrement? Ça a toujours été un différend entre toi et moi. J'aimais notre mère et elle m'aimait en retour. Qu'importe ses étranges coutumes, qu'importe d'où elle venait, de cette île que personne ne prononce le nom. Elle m'a d'ailleurs donné un nom, bien à elle, Toole.
qui est étranger à notre peuple. Je suis fier d'être son fils, alors que toi, tu l'as toujours exécré. Cela a créé un gouffre entre nous, et du fait qu'ensuite, Père m'a confiné à m'occuper d'une poignée de villages d'éleveurs de moutons. C'est parce que Père avait peur que ça recommence. Il savait l'ascendance que Mère avait sur toi. Ces rites étranges n'avaient rien à voir avec la coutume qui nous habitait. Qu'as-tu l'intention de faire, Magni? Tu vas voir ce que je vais faire. Notre sorcière de mère est revenue d'entre les morts pour punir notre père. Je suis sûr que c'est une draugure. Nous allons exhumer son corps. Quoi? Et nous verrons bien. Un point sur la table. Il en est hors de question. Tu ne troubleras pas le repos de mère. Déjà, je crois que Algrim, ton garde du corps, s'est levé. Écoute-moi bien, Toul. Je vais exhumer le corps de notre mère, de ce tertre, et tu verras bien que c'est une revenante. Qui d'autre aurait pu mettre cet objet dans la bouche de notre père? C'est elle qui est revenue. Tu es en plein délire, frère. Je ne te laisserai pas souiller le tumulus de mer. Viens, Algrim, nous retournons au navire et nous réglerons le cas de cette revenante. Ma main vient se poser sur la garde de mon épée, mais une main plus vieille, plus décharnée, vient se poser sur la mienne. Ne fais pas cela, Toul. Nous sommes toujours au banquet funéraire de ton père. Nous trouverons un moyen de ramener Magni à la raison. Je le toise de haut. Combien de guerriers crois-tu qu'il a? Moi, je n'ai que des fermiers. Il a 11 navires, Toul. J'ai compté 30 feux sur la plage. Ce fou, il va tous nous condamner. Il est ivre. Tente de lui parler. Aucun autre homme ici n'arrivera à lui faire entendre raison, et tu le sais. Tu crois que j'en suis capable? Il n'en a toujours fait qu'à sa tête. Il est ivre de haine contre notre mère. Tu es son frère. Il t'a toujours écouté. Et maintenant, tu n'as qu'à t'asseoir sur cette chaise et tu seras son garde. Je plonge mon regard dans celui du vieux conseiller de mon défunt père. Tu crois que c'est le bon moment? Je ne crois pas aux élucubrations de Magni. Mais cette bague, comment a-t-elle pu se retrouver dans la bouche de père? Cette bague a été enterrée avec notre mère il y a 9 ans. J'en ai aucune idée, Toul. Mais sache que ta mère maîtrisait des arts étranges et obscurs. Tu ne vas pas t'y mettre toi aussi. Et je repousse Vidar. Un regard sur le haut siège. Puis dehors, on t'entend aboyer des ordres. J'ai dit au navire! Tout de suite! Non! Laisse cela! Au navire! Nous ne sommes pas sur le pied de guerre, mais je veux les hommes en armes! Je détourne mon regard du haut siège, et d'un pas déterminé, les poings fermés et la rage au cœur, je sors de la Longhouse, torturé à l'idée de ce que nous allons découvrir dans le tertre de notre mère. Scène 5. L'inattendu. Matt, moi je commencerai avec un premier jet. On t'a vu partir en furie, alerter tes hommes, de les préparer à cette entreprise scandaleuse qui est de souiller, d'ouvrir, d'éventrer le tertre de mer. C'est un combat perdu d'avance, que dans tes veines coule déjà l'alcool, mais je vais tenter de retarder que cette expédition aille à demain matin. Je propose un jet de présence contre ta présence. Vais-je réussir? Donc, tu vas écouter les conseils de Vidar et tu vas espérer que au matin, Magni soit plus raisonnable, une fois les brumes de l'alcool dissipées, ouais. D'une part, la nuit porte conseil et peut-être qu'avec ta gueule de bois, tes oreilles seront plus aux abois, plus enclines à écouter des conseils judicieux. Ça me va, c'est de bonne guerre. Cependant, la présence, c'est loin d'être ma force. Je suis impassable. À quoi ça ressemble de ton côté? Magni s'est pas attiré les faveurs de son équipage seulement par les jolis coups de main et les pillages qu'il a fait. De jolis coups de main, c'est quoi? T'es masturbes? Disons, OK. Magni s'est pas attiré les faveurs de ses hommes. T'es pas gentil, hein. Tu t'imagines des choses. Non. Magni, c'est un meneur d'hommes. Sa présence est excellente. C'est donc 3 paliers qui nous séparent. Je vais faire un jet -3. J'ai 20% de chance d'avoir gain de cause. Allez, on y croit.
15. Je réussis. Ce n'est donc pas sous les étoiles et un ciel obscur que nous allons souiller le tertre de mer. Ah, la discussion a été rageuse, mais Magni ne peut rien refuser à son frère Toul. Il a cédé. Demain matin, à l'aube, il exhumera la sépulture. Mais sa rage et sa détermination ne semblent pas du tout entamées. T'as gagné un délai, c'est tout. Comment s'ouvre notre scène alors que nous sommes aux abords du tertre de mer? On voit des hommes en armes former un demi-cercle. Ce sont des membres de l'équipage de Magni. Magni et une poignée de ses hommes ont éventré le tertre. Ils se tiennent sur le coffrage. D'un puissant coup de bêche, Magni en fracasse la structure supérieure. On entend le bois craquer. Au loin, des oiseaux de mer, apeurés, prennent leur envol dans ce ciel à peine éclairci aux premières lueurs du matin. Retirés hors du cercle, entre la mer et le flanc de cette colline où sont disposés quelques tertres, on me voit marcher de long en large, les mains jointes dans mon dos, l'œil sombre. Sois damné, Magni. Magni s'avance vers l'ouverture ainsi créée et se laisse lourdement tomber dans le tertre éventré. La poussière s'estompe et les faibles rayons du soleil entrent dans la sépulture. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? La puissante main de Magni saisit un crâne décharné où tient encore une chevelure. Sa main sort le crâne du tertre et sous les faibles rayons du soleil, une tignasse rousse hors le crâne. Or, Mère était affublée de la même couleur de cheveux que nous, d'un noir de jet. Devant ce silence qui s'est fait tout autour du tertre, je ne peux m'empêcher. Malgré le sacrilège que toi et tes hommes êtes en train de commettre, je m'approche. Qu'y a-t-il, Magni? Par tous les dieux, Toul, notre mère n'est pas dans ce tertre. Qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible. C'est elle qui est venue pour se venger de père. Elle n'est pas ici, mais je sais où elle est. Attends, Magni. Tu es en train de dire que sa mise en terre, ses funérailles, tout ça était une mascarade il y a 9 ans? Que père nous a raconté des histoires? Elle a été tuée par un ours, son corps si affreusement mutilé qu'il a fallu l'emballer de bandelettes. Tout ça était une mascarade? Vois par toi-même, mon frère. Il n'y a rien d'autre dans cette sépulture que cette femme aux cheveux roux. Magni, désinvolte, lance le crâne en direction de Toul. Celui-ci rebondit et roule jusqu'à mes pieds, magnifié par les rayons du soleil, malgré la mort. Le roux de la tignasse n'en est que plus flamboyant. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Nous l'avons vu, toi et moi, pleurer sur le tertre de mer. On voit la confusion sur mon visage. Mon regard va de ses cheveux, puis à toi, et revient attiré par ce crâne, cette vision qui remet tout en question. Non. C'est impossible. Impossible. Je tourne les talons et d'un pas colérique et vif, je m'éloigne, retournant vers le village. Magni s'extirpe de la sépulture. Algrim. Le front encore ruisselant de sueur, d'avoir participé à l'excavation, Algrim s'approche, pelle en main. Tu nous avais promis des réjouissances, Magni. C'est très divertissant. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que je vais devoir venger la mort de mon père. Tu vas préparer le serpent gris. Ne prends que 20 de nos meilleurs hommes. Nous partirons dès que ce sera possible. Je connais l'île d'où vient ma mère. Dis-moi, Magni, parmi ton équipage, parmi les hommes qui t'entourent, il y a des hommes qui viennent de notre village, assurément. Oui, mais je spécifierai à Algrim de ne prendre que ceux originaires du Gotland et les Danois. Est-ce que tu t'es montré assez discret pour que certains membres de ton équipage, originaires de notre village et des alentours, n'aient pas perçu ce que tu as dit, envoyé comme ordre? Magni est dans un état d'esprit particulièrement tendu. Beaucoup de souvenirs remontent à lui. Et toujours ces cris des gens qui semblent se débattre dans l'eau. Il n'est pas tout à fait sûr d'où viennent ces images, mais une chose est sûre, il est convaincu que sa mère est revenue. Il ne sait pas par quel maléfice ou par quelle sorcellerie, mais il sait où il va la trouver. Il se fout bien que les hommes originaires
de Leira ait entendu. Mais une chose est sûre, il ne veut pas que ces derniers l'accompagnent. Mais écoute, je vais t'inviter, on va voir si tu as eu un certain contrôle sur tes émotions. Je t'invite à faire un jet d'esprit, moi, à savoir si tu as été assez discret, que tu t'es assez rapproché de l'oreille d'Algrim pour que les membres originaires de Leira n'aient pas entendu. À quoi ça ressemble, côté esprit, pour Magni? Côté esprit, c'est bon. Magni est quand même quelqu'un d'avisé. C'est quelqu'un qui prend des décisions habituellement réfléchies. Mais je suis pas sûr que dans cette situation, Magni, soit pragmatique. Il a vraiment l'intention de se venger. Je crois qu'il a même peut-être été un peu négligent dans ses paroles. Je te mettrai un -1 sur ton jet. Ah oui, définitivement. Allez, 15 et plus, t'as réussi à être discret. 9. Oh, tu n'as pas réussi. À l'évocation de l'île d'où est originaire notre mère et son peuple, des mâchoires se sont relâchées, des visages ont blêmi et des chuchotements commencent à circuler. Il est ivre. Il va se reprendre. Jamais il ne risquerait le serpent gris dans des eaux aussi dangereuses. Eh bien, ce sera sans moi. Même chose pour moi. Cette île a si mauvaise réputation. On dit que l'esprit qui l'habite est mauvais et dangereux. On ne va pas sur cette île. Déjà 14 jours de navigation et il veut qu'on reparte. Mais qu'est-ce qu'il a, Magni? Tous des signes de la peur, de la crainte qu'évoque cette île. Ce n'est pas dans la Convention. Nous avons droit à 3 jours. Nous sommes à terre. Qu'est-ce que c'est, Magni? Tu ne respectes pas la charte. Nous sommes des frères de la côte. Oh, non, je suis dans le monde pirate, désolé. Scène 6. La vieille sorcière. On entend une porte grincer. C'est ma main qui l'a poussée. Et on peut voir qu'à l'un de mes doigts brille la bague qui a été retrouvée dans la bouche de père hier. La bague de ma mère. Solveig, tu es là? Ah, Toul, c'est toi? Il y a longtemps que tu n'es pas venu me voir. Mais je savais que tu viendrais. Je savais. Magni n'est pas avec toi, j'espère. Non. Tu sais ce qu'il a fait? Oui, j'ai entendu dire qu'il avait décidé d'ouvrir le tertre de ta mère. Pour rappel, Solveig, c'est bien la vieille qu'on a vue près des 3 énormes pierres sur le bord de la plage, n'est-ce pas? Oui, c'est elle. Magni et Toul la connaissent très bien. Notre nourrice. Oui, mais à un moment, Godfrey l'a mise à la porte. Peu avant le départ de mer? Ah, quelques années avant. J'entre et... Comment s'est installé l'intérieur chez les Vikings à cette époque-là? C'est des bancs. Bancs, tabourets. Puis c'est des meubles qu'on monte puis qu'on démonte selon les besoins. Tout est dans la même pièce, le lit, parfois même les tables, tout est dans la même pièce habituellement. Parfois, quand on est chanceux, séparé par une cloison de bois ou peut-être même parfois par des teintures pendues. Là. C'est un pan lourd, comme si la nuit n'avait pas été du tout régénératrice pour moi. Je viens m'écraser sur un banc et appuyer mes bras contre la table. Tu savais que mère n'était pas enterrée dans ce tertre. Dis-moi, Toul, es-tu seulement venu poser des questions dont tu connais déjà la réponse? Je secoue la tête. Est-ce qu'elle est morte? Il est enterré ailleurs et n'a pas pu m'abandonner. Mère ne m'aurait pas abandonné. Je relève la tête et la regarde. On voit mes yeux brillants, de larmes qui ne coulent pas. Ma lèvre inférieure tremble légèrement. Est-elle vivante? La vieille femme, occupée à tisser, laisse tomber son fuseau qui pend. Elle n'a guère eu le choix. C'est à cause de ton père si elle est partie. Il vous aurait tués tous les deux, sans aucun scrupule. Je soutiens son regard. Père ne m'a jamais porté dans son cœur. M'a toujours relégué au rang de 2e fils, bien que nous soyons jumeaux. Mais nous tuer, surtout Magni, son précieux Magni, tu délires, vieille femme. C'est ce que tu crois. Ta mère a apporté prospérité à tous les habitants de ce fjord et de la région. Mais cette prospérité avait un prix. Ton père a été prêt à le payer pendant plusieurs années. Mais tout a changé. Il a commencé par me jeter hors de votre maison. Et ensuite, c'est ta mère qui l'a jeté hors de cette maison. Un prix? Tu parles comme Magni, accusant mère de procéder à des sortilèges. Que racontes-tu?
Ce ne sont là que des histoires pour apeurer les enfants et les vieux tels que toi. Je me relève d'un bond, agacé. Secouant la tête, je marche quelques pas, comme si je tournais en rond dans cette petite demeure devenue trop étroite où je cherche mon air et... Magny va vouloir aller jusqu'à l'île. Je dois l'empêcher. Et, me ressaisissant, respirant à fond, je trouve la porte et je regagne l'air frais de l'extérieur. Je trouve mon salut. La vieille femme s'avance sur le seuil de la porte, s'écroule au sol, frappe du poing la terre. Imna Rimre, un fils pour la mer, un fils pour la terre. Imra. On me voit marcher d'un pas rapide alors que la vieille maison de Solveig est derrière moi et que je m'éloigne. Et plus qu'agacé, je viens presser mes 2 mains contre mes oreilles pour faire taire ces anciennes paroles surgies de mon enfance. « Ah! Maudit sois-tu, vieille folle! » Et l'on me voit filer en direction de la plage et de ta flotte, Magny, bien décidé à découvrir ce qui se trame derrière tout cela. Oh oui. Scène finale de cette première partie. La mer donne, la mer prend. On voit d'abord mes jambes faire de grandes enjambées sur le sable de la plage. J'approche du navire que tu es en train d'apprêter, Magny, pour cette traversée vers l'île où est originaire notre mère. Mon pas devient hésitant et j'arrête tout juste à l'endroit où les vagues viennent mourir. Une chose que tu as toujours ignorée de moi, c'est que je n'ai pas le pied marin. Je ne l'ai jamais eu. Je suis un homme avec toutes ses contradictions. Moi qui t'ai toujours jalousé, cette liberté, ces aventures en mer que t'as offert, père. Même s'il me les avait données, je n'aurais pu vivre la vie qu'il t'a choisie. Et pourtant, je t'envie. Les pieds figés, l'eau de la mer vient lécher mes bottes. Et on entend ma respiration paniquée se mêler au souffle du vent de la mer. Magny, tu as vraiment l'intention d'y aller? Magny, alerté par un de ses hommes de la présence de son frère, saute par-dessus bord et s'avance dans les flots. Bien sûr. Alors que l'on voit tes jambes fendre l'eau, à un autre endroit, sur la même plage, mais plus loin, là où le sable est noir et que 3 grands rochers filiformes s'élèvent, d'autres jambes avancent dans l'eau. Qui est-ce? C'est Solveig, la vieille femme, qui s'avance nue, un panier d'osier qu'elle tient sur sa tête de la main gauche. Avec sa main droite, elle surnage et se guide. Elle avance. Elle avance dans la mer? Elle se dirige vers les rochers, mais les vagues sont hautes et puissantes. Sa progression est difficile. Et son corps est bien frêle et vieux. Une vague la repousse. Déterminée, elle redouble d'ardeur et continue de s'avancer. Beaucoup plus loin sur cette plage, Magny et Toul se dévisagent. Qu'est-ce que tu fais là, Toul? Je répète ma question, mon frère. Tu as vraiment l'intention d'aller sur cette île? Je vais venger la mort de père. C'est ce que des fils devraient faire. Je soutiens ton regard implacable, mon œil bleu et mon œil vert plongés dans ton œil vert et ton œil bleu. Pendant un instant, il nous semble que nous sommes seuls tous les deux dans ce monde, sur cette plage. Mais la vieille Solveig, elle, avance à l'autre bout. Maintenant à l'ombre des 3 rochers qui font de la mer à marée haute. Les flots se calment autour de la vieille femme. Elle dépose, tranquillement, le panier d'osier qu'elle tenait sur sa tête. Lorsqu'il touche les flots, il se met à tournoyer. À l'intérieur du panier, 2 yeux arrachés et ensanglantés nous regardent, ceux de la vieille femme. Plus loin, près du navire le serpent gris, si notre mère est toujours en vie, tu ne la toucheras pas, ne serait-ce que d'un cheveu. Pas avant qu'elle ait donné sa version. Je viens avec toi pour m'assurer qu'elle soit entendue. Et n'attendant pas ta réponse ni ta permission,
Je mets pied à l'eau et avance dans cette mer que je redoute tant, afin de me hisser sur ton navire. Est-ce que le panier continue de tourner? La vieille femme se met à psalmodier. Laïla, Laïra, Laïla. Une ombre, venue des tréfonds, se glisse sous Solveig. Elle accueille l'arrivée de cette noirceur abyssale, de ses bras frêles, tendus, ouverts, en croix, un sourire édenté, offert au ciel tourmenté. Un spasme de terreur déchire son visage et le corps disparaît abruptement sous les flots. Le bruit des vagues qui fendent la proue du navire qui se dirige vers l'île maudite. Est-ce qu'on arrête ça là? Ouais, je pense qu'on a tout. Je pense que c'est bien, moi. Ouais, je pense que ça le fait. Ça a quand même bien fonctionné. C'est un beau retour avec Solveig. Je trouve que ça conclut bien le personnage avec la scène d'ouverture. Oui, oui, oui. Et cette scène-là. Ça prend toujours une vieille folle. C'est comme ça qu'on... Non, mais... Ah, que découvriront nos deux frères jumeaux, Magni et Toul, sur cette île maudite que tous les riverains évitent comme la peste? Qu'est-ce qui nous attend dans la deuxième et dernière partie? As-tu une idée de qui s'assoira sur le siège du Jarl entre les deux frères? Je peux vous garantir que Matt et moi, on a été surpris par cette finale. On n'était pas prêts du tout. Alors ne manquez surtout pas ça. On vous attend pour la suite. Ciao.